Voilà, bonjour, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'ils sont nombreux qui parlent de nous, mais contre nous. Aujourd'hui, nous avons décidé, par convergence et révolution culturelle, à remettre le point sur les i. L'Afrique d'abord. Émission spéciale à l'occasion du 25 mai, journée de l'Afrique. Il y avait eu donc une grande conférence à la Maison Russe sur la problématique de l'Afrique. L'Afrique face aux défis du 21e siècle, sous la supervision, mesdames et messieurs, de Madame Maria Fakrutdinova, directrice de la Maison Russe. Sous-thème et panéliste 1. L'Afrique face aux défis du nouvel ordre mondial par Ed Chevry-Diaz Kwamala, journaliste et panafricaniste. 2. Jeunesse africaine, devoir de mémoire à l'ère de la mondialisation par Alexis Bongo, journaliste, panafricaniste et surtout avocat défenseur de l'Afrique. 3. La Russie et l'Afrique, évolution d'une relation pluridécennale par Ernest Tilumba Titembo, libre penseur. 4. La Russie et l'Afrique dans la construction d'un nouvel ordre mondial fondé sur le respect des valeurs humaines et de la souveraineté des États par le professeur Abira Galebay, universitaire. Sans plus tarder, voici pour vous la restitution de cette tant importante qu'historique conférence en commençant par le commencement, soit le mot de circonstance de Madame la directrice de la Maison Russe. Suivant. Chers conférenciers, chers élèves, chers professeurs, les journalistes, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'occasion du 25 mai. 25 mai, c'est la journée internationale prononcée par l'ONU pour l'indépendance de l'Afrique. En fait, la première organisation a été fondée le 25 mai 1963 pour réunir les pays africains et c'était juste après l'obtention de l'indépendance. Donc aujourd'hui, on a pensé de fêter chaque année. La Russie fête cette journée de l'Afrique et je peux vous dire que 25 mai, les ambassadeurs africains et également les diasporas africaines ont été reçus par son Excellence ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, Sergei Lavrov. Chaque année, en Russie, il y a des grandes fêtes à cette occasion parce que nous, on n'oublie pas notre coopération depuis les premiers jours de l'indépendance de l'Afrique. Et nous, en tant que Maison Russe, chaque année, on organise des différentes activités. Et cette année, on a pensé d'organiser la conférence où on a invité les grands experts pour vous parler de défis dont l'Afrique fait face au XXIe siècle. Pour vous parler le sujet de conférence, c'est l'Afrique en face d'exigences du XXIe siècle. Mais pour comprendre ce sujet, il faut bien aller à l'histoire, à l'historique, pour comprendre d'origine comment tel ou tel défi a été formé. Il faut comprendre bien les facteurs extérieurs et l'intérieur pour traiter ce sujet. Aujourd'hui, on accueille vous, les jeunesses. C'est pourquoi une partie du sujet va également consacrer à la jeunesse africaine. Et moi, je souhaite, parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup parmi vous qui apprennent la langue russe, moi, je souhaite et je vous invite de réfléchir en profondeur sur ce sujet et de comprendre qu'est-ce que ça, c'est pour vous, l'indépendance de l'Afrique, avec l'indépendance de l'Afrique que vous avez reçue, et est-ce que les défis de vos anciens, de vos pères et arrière-grands-pères, est-ce qu'ils sont toujours
pour vous d'actualité, ils ont toujours l'actualité ou non. Je vous remercie et je veux vraiment compte sur vous pour avoir pas juste la conférence, mais avoir l'échange productif et avoir les débats même chauds. Et permettez-moi de remercier nos conférenciers qui sont venus ici malgré leur emploi du temps très très chargé. Je pense que ça mérite l'applaudissement. Je vous remercie. C'est par la violence que les Blancs avaient accaparé nos terres, les terres africaines, et nous avaient complètement dépouillés. C'est par la violence qu'ils continuent de nous piller aujourd'hui. C'est par la violence qu'ils nous ont obligés à parler leur langue, dans le français, pour ceux d'Afrique centrale. La richesse de l'Afrique, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est aussi et surtout sa grande population de plus d'1,5 milliard d'habitants, avec plus de 70% de jeunes. En fait, c'est quoi le nouvel ordre mondial? La jeunesse africaine comprend-elle ce concept nouvel ordre mondial et les enjeux qui s'y cachent? L'agenda caché de l'impérialisme occidental. Société des Nations, SDN, hier, puis Organisation des Nations Unies, aujourd'hui. Quel avantage ou inconvénient pour notre continent, l'Afrique? Que devons-nous comprendre après avoir traversé la douloureuse et affreuse période du confinement du fait du Covid-19? Réponse à toutes ces questions. Donc, pourquoi les BRICS avec Ed Chevridiaz Kwamala? Suivez. Des arrière-grands-parents, des grands-parents de nos grands-parents ont vécu 400 ans de torture, d'humiliation, de viol, de vol, de meurtre, de déportation, de travaux forcés dans les champs de coton, dans les champs de canne à sucre ou dans les maisons des Blancs, entre guillemets. Cette période officiellement fixée entre l'an 1350 et l'an 1848 et pendant laquelle les Européens, les Arabes et les Américains vendaient et achetaient les Noirs, est appelée traite négrière. Beaucoup parmi vous, beaucoup parmi nous, avons appris, avons étudié la traite négrière dans nos cours d'histoire, au lycée, je pense, et au collège. D'après certaines sources, cet état de choses a plutôt perduré pendant 13 siècles, soit 1300 ans d'enfer dans la servitude. Et l'histoire nous fait retenir qu'il y a eu au total plus de 20 millions d'Africains arrachés de force de nos terres et déportés pour toujours vers d'autres continents pour y être vendus comme esclaves, et nombreux parmi eux sont morts. C'est avec beaucoup d'émotion que nous ressassons ces faits, mais ce n'est pas tout. Progressivement, de 1890 jusqu'en 1960, toujours officiellement, l'esclavage a continué avec la colonisation. Pendant 70 ans, 5 principaux empires coloniaux se sont partagés le continent noir. Il s'agit donc de la France, de la Grande-Bretagne, de la Belgique, du Portugal, de l'Allemagne. On peut retenir que, par exemple, une partie du Cameroun a été colonisée par les Allemands, une partie par les Anglais. Voilà pourquoi, au Cameroun, vous aurez des gens qui s'expriment en anglais, bon, peut-être rarement en allemand, mais qui s'expriment en anglais
parce qu'ils ont été colonisés à la fois par les Français, les Anglais et les Allemands. Le Congo, donc la RDC, qu'on appelait Congo belge à l'époque, belge parce que donc, la rive, cette rive voisine du fleuve Congo, appartenait non à la Belgique, mais au roi de Belge. Donc c'était une propriété. C'est comme si moi, j'achète une parcelle. Donc la RDC, là, ça s'appelait Congo belge, mais c'était la parcelle du roi de Belge. Et la France avait tout un grand territoire. C'est la France qui avait le plus grand territoire. Le royaume Congo qu'ils ont émietté, donc le Gabon, le Congo, l'Angola, tous les pays de l'Afrique centrale. Et le Portugal, on va voir une partie de l'Angola. Quand on repart encore au Rwanda, la Belgique aussi était là-bas. L'Afrique aujourd'hui, c'est 30 415 873 km², 54 pays regroupés en régions. Mais comme je l'ai expliqué, donc ce sont les stigmates de la colonisation. Donc il y a des régions francophones, il y a des régions anglophones ou des sous-régions, on peut appeler ça comme ça, des régions lusophones et flamandes. Là encore, il y a un problème parce que on s'identifie par rapport aux langues de ceux qui nous ont colonisés, de ceux qui nous ont esclavagisés. Et moi, je m'exprime face à vous dans la langue de ceux qui nous ont maltraités. Parce que hier, je parlais de nos ancêtres, nos grands-parents, pour travailler. Parce que lorsque le blanc, les Français pour notre pays, se sont accaparés de nos terres, ils nous ont, comme j'ai parlé tout à l'heure, ils ont violé, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient de nous. Mais après cette période de la colonisation, pour travailler, il fallait parler la langue du blanc. Pour travailler, il fallait aller au catéchisme. Lorsque tu n'allais pas au catéchisme, lorsque tu ne parlais pas la langue du blanc, tu étais un marginal. Donc tu n'étais pas un citoyen modèle. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Mais nous ne savons pas pourquoi nous sommes devenus des chrétiens. Parce qu'avant que nous soyons des chrétiens, nos ancêtres ont été bastonnés. Je pense qu'il y en a qui connaissent, qui ont suivi le film de Bakanja. Qui a déjà suivi le film de Bakanja ici? Voilà. Pour ceux qui ont suivi le film de Bakanja, c'est une restitution, une image de ce qui s'est passé hier. Bakanja ne voulait pas qu'on lui impose une certaine adoration, une certaine manière de prier, une certaine religion. Et donc c'était comme ça que ça se passait. Lorsque tu n'allais pas au catéchisme, c'est le blanc, mais tu ne pouvais pas aller au marché, tu ne pouvais pas avoir de l'argent. Alors, donc, je disais ici que l'Afrique aujourd'hui, c'est plus ou moins 1,5 milliard en termes de population, dont 70%, soit plus de la moitié, est jeune. Et vous, ici, dans cette salle, vous faites partie de cette jeunesse. Une jeunesse qui a l'obligation du devoir de mémoire, une jeunesse qui a l'obligation de patriotisme et des valeurs irrélatives, une jeunesse qui a obligation d'être à la hauteur des défis que nous impose le nouvel ordre mondial. Mais c'est quoi concrètement le nouvel ordre mondial et quels sont les défis dans ce contexte-là? Le nouvel ordre mondial, c'est un concept promu par les Occidentaux avec en tête de file les États-Unis d'Amérique. En fait, la notion de nouvel ordre sous-entend le rétablissement, l'équilibre, l'organisation, après un désordre ou un bouleversement. En un mot, on peut dire restructuration. À la base, c'est le titre qu'un journaliste et écrivain anglais donne en 1940 à un essai qu'il publie avec pour idée directrice l'établissement d'un gouvernement mondial unique. C'est-à-dire que tous les pays du monde
devraient ou devront répondre à un seul leader, donc un président, et puis on fait un peu comme des fédérations. C'est-à-dire qu'il y a un représentant, peut-être de l'Afrique ou du Congo, des représentants par-ci par-là, mais on rencontre quelque part. Ça, c'est un peu l'idée de cette gouvernance mondiale unique. Une inspiration que l'écrivain anglais tire du manifeste, en anglais on dit « Union Now ». Je ne sais pas si ça s'écrit, ça se dit comme ça. Union Now d'un journaliste américain qui, une année plus tôt, appelait à la fédération du monde. C'est-à-dire pour ce premier qui a écrit dans les années 30, donc en 1939, pour lui, le gouvernement, donc c'est-à-dire que cette préfiguration du nouvel ordre mondial devrait concerner les 15 grandes puissances. Aujourd'hui, on connaît un peu les puissances, ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc, c'est ces gens-là qui devraient décider, gérer les choses, qui doivent décider, gérer les choses, on va dire, à notre place. Voilà. Le professeur Théophile Obenga disait, à l'occasion du 5e anniversaire de l'émission Convergence et Révolution culturelle, le problème de l'Afrique, c'est l'oubli. Aujourd'hui, l'Afrique a déjà complètement perdu sa mémoire. L'ennemi de l'Africain, mesdames et messieurs, c'est l'Africain. Et l'ennemi de l'Afrique, c'est la jeunesse africaine. C'est criminel que d'oublier la douloureuse histoire de notre peuple et de notre continent. Devrons-nous rester esclaves de l'Occident impérialiste jusqu'en l'an 7000? La jeunesse africaine actuelle doit s'autoriser à penser, afin de repenser son histoire et son futur, encore pensé et repensé à ce jour par les autres. Se dire que tout ce qui se fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Savoir penser, mieux encore, comme disait quelqu'un, s'autoriser à penser. La jeunesse africaine a intérêt à désormais s'autoriser à parler sans langue de bois et sans avoir foi aux yeux. S'autoriser à dire la vérité en toute franchise en appelant chien par chien et chat par chat. S'autoriser, s'il vous plaît, à faire les choses et d'autres, à faire des choses et d'autres pour l'intérêt du continent, sans continuer à demander la permission aux autres, comme depuis toujours. C'est ça, la vraie jeunesse africaine. C'est ça, la nouvelle jeunesse africaine, sans laquelle il n'y aura jamais la nouvelle Afrique à quoi nous aspirons tous. La vraie jeunesse africaine, mesdames et messieurs, doit vraiment se dire en toutes circonstances, l'Afrique d'abord. Nous sommes donc africains et fiers de l'être. Suivant cette communication d'Alexis Bongo. S'essuie les yeux et se couvrit. Et nous sommes pour nous tranquilles comme si rien ne s'était passé. C'est ça notre problème. Et donc, en nous comportant comme ça, nous perdons la mémoire, notre mémoire. Donc tout ce qui constitue notre histoire, en bien ou en mal, nous devrions les garder, archiver la mémoire du continent, ce que nous ne faisons pas. Or, une génération qui oublie son histoire transmet l'ignorance, donc de l'ignorance aux générations futures. Ils sont tout blancs du premier au dernier. Donc nous allons continuer à accepter ça jusqu'en l'an 7000. La mémoire perdue de l'Afrique doit être retrouvée et restituée. C'est ça les enjeux qui s'imposent au XXIe siècle. Donc, l'Afrique n'en a que faire, malheureusement. Même lorsqu'on dit des choses comme ça, à l'époque de Cheikh Anta Diop, on lui pose la question de savoir, mais ce que vous dites là, est-ce que les Blancs ont confirmé ça? Il dit, ben non, le mal était profond. Hein? Donc ce que je dis là, il faudrait qu'on vienne confirmer pour que mes propres frères acceptent que c'est ça. Alors que c'est scientifiquement démontré. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais l'Afrique n'en a que faire. À son oubli extrêmement dangereux s'ajoute hélas l'indifférence. En tout cas, tout nous fait ni chaud ni froid. Moi, je ne comprends pas les Africains. Ça ne fait ni chaud ni froid aux Africains, les grands bouleversements du monde. Rien.
Comme si rien ne se passe, quoi. L'Afrique pense qu'elle a d'autres chats à fouetter plus importants que de se préoccuper de retrouver sa mémoire perdue. Or, que reste-t-il d'un homme s'il perd sa mémoire? Tous tels que nous sommes là. Impossible qu'il apprenne quelque chose. Un enfant qui n'a pas de mémoire à l'école, vous lui dites une chose aujourd'hui, demain vous allez reprendre, après-demain vous allez reprendre. Pas de mémoire, on ne retient rien. Impossible qu'il programme, qu'il progresse. Impossible. Impossible qu'il se valorise. Tu es sans mémoire. Tu ne connais même pas les grandes épopées de ton peuple et de ta race. Tu ne te prends pas en valeur. Tu ne te valorises pas. Impossible qu'il s'autodétermine. C'est clair. Et impossible qu'il se fasse même confiance à lui-même. Et du coup, impossible qu'il fasse confiance à son propre frère. C'est dans cette situation que nous nous trouvons. Déjà, nous ne croyons pas en nous-mêmes, nous ne faisons pas confiance à nous-mêmes, alors on va faire confiance à notre frère ou notre sœur. Rien. Et du coup, aujourd'hui, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Et l'ennemi de l'Afrique, notre continent, c'est la jeunesse africaine. Et oui, évidemment, hein. Il y a une séance de questions-réponses. On va faire vite. Vous allez poser la question le moment venu, parce que cette jeunesse africaine, quoique vivant ici en Afrique, a sa tête, son cœur et son âme en Europe. En tout cas, ils sont ici en Afrique, mais la tête, le cœur, l'âme, tout est en Europe là-bas. La jeunesse africaine croit encore au XXIe siècle que l'Eldorado, le paradis terrestre, c'est chez les autres. Comme autrefois, on nous avait dit « Ake na poto hein? » Ah, vraiment, ça comme un poto. Que reste-t-il encore aujourd'hui de Chaka Zulu et les autres, ces grands guerriers-là? De Machoua André, là, on a chez nous même au Congo ici. Machoua André, bon, l'école Machoua, et puis c'est tout. L'avenue Machoua, et puis c'est tout. Que reste-t-il de ce grand guerrier-là, de ce grand activiste combattant-là? De Marien Ngouabi même. On passe devant le musée, non? Ah, c'est Marien Ngouabi, ah ok, c'est bon. Et de Thomas Sankara. La mémoire se perd facilement en Afrique. De Barthélemy Boganda. On ne sait même pas que là, on parle du Centrafrique. Et de Kadhafi. Ça ne fait pas longtemps qu'on l'a trucidé, mais on a déjà oublié. La jeunesse africaine a déjà oublié. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on nous donne l'occasion de rattraper. Que reste-t-il de Kwame Nkrumah, qui affirma pourtant que l'Afrique doit s'unir ou périr? C'est obligatoire. Ou on s'unit comme les États-Unis, comme l'Union européenne, ou on reste comme ça et puis on se perd et puis on va tous périr comme des idiots. Que reste-t-il de Sékou Touré, qui osa courageusement dire non à De Gaulle? De Gaulle, le kilométrique de Gaulle, mon papa, je me rappelle bien, il était fasciné par De Gaulle. Il me disait quand De Gaulle était arrivé, ah non, c'était magnifique. Il était tout beau là, tout bien là, un grand gaillard là, donc nous étions en train de courir pieds nus et de l'acclamer. Si mon papa savait, paix à son âme, suivez mon regard, hein. S'il savait à l'époque, il aurait pu dire non avec Sékou Touré. Que reste-t-il de Maman Ngunga, sinon de Mabiala Manganga, si ce n'est des noms qui ne nous disent plus rien du tout? On se rappelle à l'école primaire, Diaz, on nous disait héros national, des choses comme ça, et nous scandions ça comme ça sans rien comprendre aussi. Je suis sûr que même les enseignants eux-mêmes ne comprenaient rien à tout ça aussi. C'est vrai, hein? Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est que même les enseignants ne peuvent plus faire 0 faute en dictée. Je vous assure, hein, vous prenez l'enseignant, faites-lui une dictée de CM2, il fera des fautes graves là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, qu'il transmette aux enfants? Donc, que reste-t-il de Marcus Garvey, hein, de Frantz Fanon, de Martin Luther King, d'Aimé Césaire, et j'en passe? C'est ça le problème de l'Afrique, la mémoire perdue. Que reste-t-il, même plus proche de nous encore, de l'histoire des parents de nos parents? Je connais papa, je connais maman. Est-ce que je connais les parents de papa et les parents de maman? Si par miracle, je les connaissais par miracle, mais est-ce que je connais les arrière-parents? Mémoire complètement perdue. C'est criminel que d'oublier ces choses, chère jeunesse africaine.
C'est criminel et condamnable au plus haut degré que d'oublier ces grands hommes, ces grands résistants africains, ces grandes dames comme la reine Zinga d'Angola qui avait résisté à des bataillons de militaires venus d'ailleurs et les avait même défaits, comme Kimpa Vita. On entend ça comme ça et on a relégué ça seulement dans la spiritualité. Comme tout ce qu'elle avait fait, c'était que de la spiritualité, quoi. Heureusement qu'il y a Diaz ici pour nous rappeler encore Kimpa Vita de temps en temps. C'est criminel et nous ne pouvons pas nous permettre de l'oublier. C'est criminel que d'oublier la douloureuse histoire de notre peuple et de notre continent. Si nous continuons à oublier, nous allons la subir encore. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez très bien que ça se programme déjà. Cette fois-ci, la recolonisation de l'Afrique à ciel ouvert. On est au courant, non? Voilà. Puisque nous, c'est Médé qui nous intéresse. Ah non, mais Médé, mais je ne sais pas. Ces choses-là, on devrait les interdire. Hein? Bon, nous sommes en train de danser et de boire, c'est pas mauvais. Henri Lopez, paix à son âme, avait dit, le jour où l'Occident va décider de recoloniser l'Afrique, ils viendront très bien armés et ils trouveront des négros autour des tam-tams en train de danser et de chanter. Nous aimons danser et chanter. Hein? Vraiment, en fait, ce n'est pas mauvais, mais nous débordons. Que va demain transmettre aux générations futures la jeunesse africaine actuelle? Elle va transmettre quoi? Il reste à savoir si elle a même quelque chose à transmettre. Déjà, on lui refuse même aussi le témoin. C'est problématique, mais on n'entre pas là-dedans. Nous avons connu tour à tour, et nous devons le retenir et le transmettre à nos enfants demain, l'esclavage, comme Diaz l'a dit ici, la colonisation, c'est-à-dire les gens sont partis de chez eux, ils sont venus s'installer chez nous, ils ont occupé des quartiers. Et mon papa, comme les papas des autres, disait fièrement, Kuna Kota Mindele, c'est-à-dire vous les négros, arrêtez-vous un peu de cette zone-là. Hein, les anciens ont connu ça, il y avait des zones de Brazzaville ou de Kinshasa ou d'ailleurs où il n'y avait que des blancs. Les négros eux-mêmes, les propriétaires, devaient rester dans l'arrière-pays là-bas. La néocolonisation et des indépendances bidons de façade. Mais on avait dansé Indépendance Tcha-Tcha, j'aime cette chanson, seulement quand ils avaient chanté ça, ils n'étaient pas sûrs que ce n'était que de la poudre aux yeux. Mais la jeunesse actuelle sait que ce n'était que des indépendances de pacotille. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? On doit se lever pour revendiquer nos droits. Et cette néocolonisation est doublée, s'il vous plaît, d'une mondialisation telle que décrite par Diaz ici, étouffante, asphyxiante et appauvrissante, comme avait su le dire le feu président Mobutu, paix à son âme, du haut de la tribune des Nations Unies, je crois que c'est en 1973, il dit « Nous ne sommes pas des pays pauvres. En réalité, nous sommes des pays appauvris. » Qu'est-ce qui manque à la RDC? Qu'est-ce qui manque à la RDC? Mais regardez dans quel état ils sont. Regardez comment toute la communauté internationale dont parle Diaz est complice du sang qui coule là-bas sans arrêt. Donc nos richesses à nous font nos malheurs aujourd'hui. Et la jeunesse actuelle danse tout simplement. Elle chante, elle danse. Mopacho, en plus. Et tu vois un jeune se tordre dans tous les sens et se trémousser. Celui-là, il n'a même pas le temps de penser que le futur lui appartient. Non, mais c'est du sérieux, hein. Voilà, donc, nous subissons depuis des siècles, mesdames et messieurs, chers jeunes, une dictature socio-culturelle et politique de l'Occident impérialiste. L'Occident règne sur nous, sur l'Afrique. Cet impérialisme, donc, appliqué par la charte de l'impérialisme, ignominieusement sur nous. Nous avons déjà perdu tous les repères et lisons désormais le monde sous le prisme ou bien à travers les lunettes des autres. Nous avons perdu toutes nos valeurs. On entend ça, tous les papas dans le quartier, les mamans, attends, bébé. Nous avons perdu toutes les valeurs d'autrefois, valeurs de nos ancêtres. Nous organisons notre société selon le modèle des autres. Notre gestion de la cité, la politique même, les institutions de la République, à l'image des autres. Mais qu'est-ce qui nous oblige à le faire comme ça? Qu'est-ce qui nous oblige? Donc nous ne pouvons pas concevoir des systèmes de gouvernance
nous dépendons des autres. Même notre spiritualité, comme Diaz l'a dit ici, dépend des spiritualités des autres. Je vérifie. Voilà, je suis encore dans le temps. Devons-nous rester esclaves de l'Occident impérialiste jusqu'en l'an 7000, s'il vous plaît? Avons-nous l'intention de rester jusque-là sans réagir, sans répondre, faire comprendre que nous aussi, nous sommes des hommes? Donc la jeunesse africaine actuelle doit briser le mur du silence qui existe depuis trop longtemps entre l'Afrique et l'ailleurs. Vous savez, quand quelqu'un, à l'époque, s'en allait à Paris, c'était vraiment un honneur dans la famille. Koumana Poto, il est à Paris. Et lui-même, il revient, vous dit qu'il est parisien. Et tout le quartier est fasciné. Et si vous me permettez, c'est sûr que toutes les filles du quartier ne vont pas résister. Mais il revient de Paris, lui. Voilà. À l'époque. On doit briser ce mur de silence pour faire comprendre que quand ils vont là-bas, ils ne sont pas au lait, au miel comme ici, que c'est la galère, que l'argent ne se ramasse pas là-bas, qu'on n'a pas toute la quiétude que nous avons ici, et même le climat que nous avons, parce que du 1er janvier au 31 décembre, chez nous, tu peux rester torse nu, il n'y aura pas de problème. Mais va pas essayer chez eux là-bas. Donc, savoir dire la vérité, savoir dire non, quand il faut dire non. Les Africains doivent apprendre à savoir dire non. Ce n'est pas Balobi Tondimi. Balobi Tondimi, on propose, nous on accepte. Et nous vous disons qu'ils sont arrivés ici, voir notre ministre des Affaires étrangères, pour lui proposer de légaliser l'homosexualité. Et s'il vous plaît, l'État congolais, à travers son ministre, se dit, bon, chez nous, c'est ni permis, ni interdit. Eux. Donc, c'est jouable. Et vous savez comment on a mis fin à ça? Ben, la jeunesse a protesté énergiquement sur les réseaux sociaux. Nous avons été prendre le professeur Théophile Obenga chez lui à la maison. On l'a emmené en direct à la télé. Professeur, dites-nous ouvertement vos 4 vérités sur l'homosexualité. C'est à nous, c'est pas à nous. On prend ou on laisse. Et c'est là qu'il a démontré que depuis toujours, c'est leur affaire. Nous ne sommes pas dedans. Que quelqu'un ne nous dise pas, oh, nos ancêtres, oh, l'Égypte, oh, tout ça. Non, le professeur a dit qu'ils aillent faire ça là-bas. On n'est pas contre. Voilà. C'est ici l'occasion pour nous, le moment sinon de dire merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie au Congo pour l'initiative de cette importante conférence. C'est ici l'occasion, mesdames et messieurs, pour les jeunes Africains, d'apprendre certaines choses qui ne figurent pas dans les manuels d'histoire, les manuels scolaires. Dans sa communication, M. Ernest Tilwemba Titembo ne s'exprime pas en tant que conseiller du Premier ministre de la République du Congo, mais à titre personnel, s'il vous plaît. Et ses propos n'engagent donc que lui. Sa communication, c'est-à-dire la Russie et l'Afrique, origine et évolution d'une relation pour la libération des peuples et le développement. Regard rétrospectif sur l'histoire. Comment l'Afrique et la Russie se sont rencontrées? Le flambeau du passé éclaire le présent et l'avenir. La Russie moderne, de l'Union soviétique à la Russie, puis à l'Afrique, quel est l'acte fondateur de leur relation? Engagement de l'Afrique et de la Russie pour la libération des peuples et le développement. Personnellement, mesdames et messieurs, ayant entendu autrefois que la Russie faisait partie des pays ayant pris part à la conférence de Berlin, je m'étais personnellement beaucoup inquiété et indigné, me posant beaucoup de questions. Ce n'est que grâce à cette conférence que j'ai pu découvrir, s'il vous plaît, la position exacte alors de la Russie et son importante intervention. Heureusement que la Russie était là, à la conférence de Berlin. Au cas contraire, il ne resterait certainement plus rien de notre continent, l'Afrique, aujourd'hui. Pour ne pas dire depuis longtemps. Suivant cette communication de M. Ernest Tilwemba Titembo. Mais c'est parce que ça ne figure pas, malheureusement, c'est une chose qui ne figure pas dans les manuels et les monographies d'histoire. Donc, je salue cette présence, cette force
apprendre. Comment l'Afrique et la Russie se sont rencontrés. J'aime citer un sage qui disait que le flambeau du passé éclaire le présent et l'avenir. C'est pour être collé au deuxième thème que nous venons d'écouter, qui nous interpelle sur l'oubli de la jeunesse, sur le défaut de mémoire. Donc nous devons d'abord savoir ce qui s'est passé auparavant pour comprendre aujourd'hui et envisager les perspectives. C'est l'objet de la première partie. La deuxième partie, la Russie, aujourd'hui, la Russie moderne, ou l'Union soviétique, de l'Union soviétique à la Russie, et l'Afrique. Quel est l'acte fondateur de leur relation? Quel est l'acte fondateur de leur relation? Et dans la troisième partie, j'aborderai l'engagement de l'Afrique et de la Russie justement pour la libération des peuples et le développement. Donc c'est l'étape contemporaine. Donc, comment l'Afrique et la Russie se sont rencontrés? C'est lointain, c'est très ancien, mais nous devons le savoir. Tout se passe à la conférence de Berlin. Certains dans la salle en ont entendu parler, ou bien ils enseignent même à leurs enfants, à leurs élèves, à leurs étudiants. La conférence de Berlin, qui est connue généralement sous l'expression de partage de l'Afrique. Elle se tient, Berlin, capitale de l'Allemagne, du 15 novembre 1984 au 26 février 1985, ou 1800, j'ai dit 1800, excusez-moi, du 15 novembre 1885 au 26 février 1885, sur initiative du chancelier Otto Bismarck, du chancelier allemand Otto Bismarck. Toutes les monarchies européennes de l'époque étaient présentes, y compris la Russie tsariste, la Russie des tsars, la Russie impériale. Mais, à la différence de toutes les autres monarchies, la fédération de la Russie, le tsar, refuse de signer l'acte général, le document final. L'acte général, il y en avait 10 documents qui avaient été adoptés à l'époque, à cette conférence. Le dernier document, le 10e, on l'appelle l'acte général. Il refuse. C'est cet acte qui consacre le partage de l'Afrique et l'étape qui suivra, c'est-à-dire la colonisation. Regardez bien que c'est un accident de l'histoire. Imaginez-vous que si la Russie, si le tsar avait accepté de signer cet acte et de prendre des territoires en Afrique pour les coloniser, peut-être qu'aujourd'hui, au cours de cette conférence, on parlerait d'autre chose. Donc c'est un accident de l'histoire qui a fait que et l'Afrique et la Russie se rencontrent. La conférence de Berlin, une digression intellectuelle, se tient au XIXe siècle à un moment où les sociétés occidentales sont endoctrinées, fortement endoctrinées par des conceptions pseudo-scientifiques sur la classification des races. Ils sont nombreux, les pseudo-scientifiques de l'époque, les théoriciens sur les races, ils sont nombreux. Il y a le français Arthur Comte de Gobineau, un français, qui est même l'inspirateur des thèses de Mein Kampf d'Hitler et des pan-germanistes, un français. Il y a des Anglais, Francis Persson, l'Allemand Blumenthal, le Britannique Charles Darwin et un autre Britannique, Francis Galton. Prenons les deux derniers. Charles Darwin, qui est le concepteur de la théorie évolutionniste. La théorie évolutionniste. C'est-à-dire que
dans les sociétés organisées, il y a une lutte perpétuelle pour la survie. Le faible domine, le fort domine le faible. Il l'écrase, il le détruit, il l'anéantit. Et seul le fort survit. Cette théorie a permis de légitimer les génocides des Indiens dans les Amériques, Éthiopie et le Libéria. J'ai dit bien Égypte, Éthiopie et Libéria. Mais les premiers États, les premiers territoires qui vont accéder à l'indépendance, c'est d'abord la Libye en 1951, suivie du Soudan, du Maroc et de la Tunisie en 1957 et de la Guinée-Conakry 1957 et de la Guinée-Conakry en 1958. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Afrique ou bien à la marche du monde, ils savent que l'année 1960 est rentrée dans l'histoire et dans les annales de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, comme l'année de l'Afrique. C'est que, à cette année-là, 17 colonies africaines vont accéder à l'indépendance. 17 colonies. Mais grâce à qui? Grâce à l'Union soviétique. Beaucoup de gens ne savent pas, et ce n'est pas toujours enseigné dans nos écoles, la résolution 1514 du 14 décembre 1960, présentée par le leader de l'Union soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev. C'est cette résolution qui donne l'indépendance aux pays africains, y compris le Congo, en 1960. La résolution s'appelle Résolution pour l'octroi de l'indépendance. L'intitulé, c'est l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Mais c'est sur la base d'un vieux texte de l'Union soviétique daté de 1957. 1960, c'est l'année pic de la guerre froide. L'année pic, le monde est divisé en deux camps. Le camp occidental conduit par les États-Unis et le camp de l'Est conduit par l'Union soviétique. Mais il a fallu toute l'habileté diplomatique de l'Union soviétique pour faire adhérer les États-Unis à cette résolution. Les États-Unis ont pesé de leur poids pour que cette résolution soit adoptée. Et il a fallu aussi l'habileté diplomatique pour faire accepter aux puissances européennes qui avaient des colonies en Afrique d'accepter le principe de l'indépendance des pays africains. C'est comme ça, à partir de 1960, que la voie a été ouverte. Après les 17 premiers pays qui ont eu les indépendances, d'autres ont suivi, en Afrique et ailleurs dans le monde. C'est grâce à l'Union soviétique, grâce à la Russie. Voilà l'acte fondateur de la relation entre l'Afrique et la Russie. On ne le dira jamais assez, mais il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Ce n'est pas une autre puissance par sa bonté, par sa générosité. Non, c'est parti de là, en 1960. L'histoire évolue. Comment les deux pays, comment les deux parties, l'Afrique et la Russie, vont s'engager pour relever les défis existentiels que j'ai énoncés plus haut dans ma partie introductive. C'est-à-dire que la lutte pour la libération totale des peuples et le développement. Pour tous les pays du monde, ce qu'il y a de plus important, c'est assurer la sécurité du territoire et construire le développement socio-économique. Ça nous a manqué. Quand le 16 juin, je dis bien le 16 juin 2023, au Forum économique de Saint-Pétersbourg en Russie, le président Poutine, dans son discours, il proclame la fin du néocolonialisme.
Il proclame, c'est cela, être reconnu comme tel par les autres puissances, traité d'égalité à égalité, d'égal à égal dans la société internationale. Dans le corps humain, toute dimension respectée, tous les membres ont les mêmes dimensions. Toutes proportions respectées, je voulais dire, ont les mêmes dimensions. Mais s'il y a un membre qui a des dimensions inférieures par rapport à un autre, il y a un problème, il y a une atrophie. Donc il y a une anomalie qui a duré pendant longtemps et peut-être qui perdure encore, c'est le fait néocolonial. Et c'est à cela que la Russie, et pas seulement la Russie, les puissances éprises de paix et de justice et de liberté nous accompagnent dans ce processus-là, particulièrement la Chine, particulièrement l'Inde, particulièrement Cuba et tout récemment la Turquie, pour mettre fin à cet état des choses. Voilà des choses qu'il faudra comprendre. Hein? Brièvement ramasser, monsieur le modérateur, hein? Vous me devez peut-être quelques minutes encore, mais pour ne pas abuser de l'attention de l'assistance, je vous remercie de m'avoir prêté une oreille attentive. Voilà, c'était donc la communication de M. Ernest Tulumba Titembo en tant que libre penseur lors de cette très importante conférence. Et vous l'aviez compris, mesdames et messieurs, le temps est contre nous, comprenez notre émotion également. C'était donc la première partie de cette importante émission sur la grande conférence à la Maison Russe à l'occasion du 25 mai. Nous avions donc suivi, nous venons de suivre les 3 premières communications. Or, le panel était constitué de 4 intervenants. Nous aurons donc dans la deuxième partie le professeur Abira Galebay dans son sous-thème « La Russie et l'Afrique dans la construction d'un nouvel ordre mondial fondé sur le respect des valeurs humaines et de la souveraineté des États ». Nous aurons aussi les questions des jeunes venus assister à cette importante conférence, l'échange avec les panels, donc la séance de questions-réponses. Puis nous terminerons dans la deuxième partie par la conclusion de Madame la directrice de la Maison Russe. Affaire à suivre. En attendant, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Oh liberté. Oh katakoni pasi, soki nakati, poteka pasi.